Avant que les cités ne s'élèvent, avant que les langues humaines ne se façonnent, il existait un monde où la terre respirait à son propre rythme. Les océans s'étendaient à perte de vue, les vents sculptaient les montagnes et la glace dessinait lentement les continents. Dans cette ère lointaine, il n'y avait ni route ni frontières, seulement la puissance brute de la nature, libre et indomptable. Était il y a plus de 600 000 ans, un âge où la planète forgeait encore sa forme et où les premiers battements de la vie complexe préparaient l'arrivée de l'humanité. Sous les ciels d'Amérique du Sud, une ombre colossale se déplaçait lentement parmi les plaines verdoyantes, le Doedicurus clavicaudatus, un titan de l'ère glaciaire. Sa carapace osseuse, composée de milliers de plaques soudées, faisait de lui un véritable char d'assaut vivant. Long de 4 mètres, pesant plus d'1 tonne, il avançait lentement mais sûrement, écrasant les herbes sous ses pattes massives. Sa queue, terminée par une massue osseuse hérissée de pointes, était une arme redoutable, une invention naturelle née pour frapper avec la puissance un marteau de guerre. Dans un monde de prédateurs, le Doedicurus n'était pas une proie, c'était une forteresse. Les vastes pampas de ce continent accueillaient aussi d'autres géants, des herbivores cuirassés qui se disputaient les mêmes terres que des félins géants ou des oiseaux carnivores de 3 mètres de haut. Le climat oscillait entre périodes glaciales et réchauffements brefs, transformant les plaines en désert, puis en jungle, avant de redevenir steppe. Dans ce chaos climatique, la vie s'adaptait ou disparaissait. Plus au nord, sur les terres glacées de l'Amérique du Nord, un autre monstre régnait, Arctodus simus, l'ours à face courte. Un colosse de plus de 3 mètres debout, pesant jusqu'à 1100 kg. Son corps massif et ses longues pattes lui permettaient de courir plus vite qu'un cheval sur de courtes distances, une anomalie pour une créature de cette taille. Ses mâchoires puissantes pouvaient broyer des os, et sa simple présence suffisait à faire fuir loups, lions et tigres à dents de sabre. Pendant longtemps, on a cru qu'il se contentait de voler les proies des autres. Mais de récentes études ont révélé un chasseur redoutable, capable de traquer activement ses victimes, d'utiliser le vent et le relief à son avantage. Il était le souverain silencieux du froid. Pendant ce temps, sur les continents asiatiques, d'autres géants vivaient à leur manière la lente épopée de la survie. Parmi eux, le Megalochelis atlas, la plus grande tortue terrestre ayant jamais existé. Sa carapace, longue de plus de 2 mètres, abritait un animal de plusieurs tonnes, lent mais invincible. Ces tortues vivaient sur les terres humides de l'Inde, du Pakistan et jusqu'à Java. Elles n'avaient ni vitesse ni croc, mais leur lenteur même était une stratégie. Quand tout autour changeait, elles restaient. Le monde pouvait s'effondrer, elles survivaient, imperturbables sous leur forteresse naturelle. Le règne animal de cette époque n'était pas une simple succession de monstres géants. C'était une symphonie d'adaptation. Chaque être, du plus petit au plus colossal, répondait à une logique implacable, s'adapter ou disparaître. La Terre n'avait pas encore trouvé d'équilibre. Elle oscillait entre feu et glace, vie et extinction. Et pourtant, sous cette brutalité, un miracle silencieux se préparait. Dans les forêts denses d'Amérique du Sud, le Lestodon armatus, un paresseux géant de plus de 6 mètres, arpentait le sol debout comme un colosse pensif. Ses griffes recourbées lui servaient à déraciner les arbres, et sa puissante queue soutenait son poids lorsqu'il se dressait pour atteindre les feuilles les plus hautes. Lent, mais infatigable, il était un architecte invisible de son écosystème. Ses mouvements façonnèrent les paysages, ses gestes dictaient la croissance des forêts. Chaque pas de ce géant marquait le sol d'un monde encore vierge. C'était un âge sans témoin humain, mais chaque créature écrivait à sa manière la première page de l'histoire de la Terre. La nature régnait sans partage, les continents se redessinaient, les espèces s'élevaient et s'effondraient dans une danse lente et magnifique. Et pourtant, quelque part, à l'horizon du temps, une espèce fragile, encore inconnue, se préparait à émerger des ombres. Dans les plaines africaines d'il y a 2 millions d'années, le vent soulevait la poussière d'un monde primitif. Là où s'étendront un jour les savanes du Serengeti, vivait un animal dont le nom même évoque la grandeur. Megalotragus, le grand bouc. Ce géant disparu, ancêtre lointain des gnous modernes, dominait les vallées et les collines avec une allure imposante. Son corps massif, ses cornes épaisses et recourbées, son crâne long et trapu faisèrent de lui un roi parmi les herbivores. Il broutait les herbes dures des plaines sèches, usant ses dents larges et robustes sur la végétation abrasive des saisons sèches. Dans le grondement du vent, les troupeaux de Megalotragus se déplaçaient en une seule vague, unis par l'instinct et le besoin de survivre. Ils étaient le pouls de la savane avant la savane. Mais tous les géants n'étaient pas paisibles. À des milliers de kilomètres de là, sur le continent isolé de l'Australie,
un prédateur silencieux et implacable rôdait. Thylacoleo carnifex, le lion marsupial. Ni lion ni félin, mais un tueur à poche. Son corps compact et musclé, ses pattes puissantes et ses griffes rétractiles en faisaient l'S un des plus redoutables chasseurs de son époque. Ses incisives, tranchantes comme des lames de couteau, pouvaient sectionner la chair avec une précision chirurgicale. Dans les forêts d'eucalyptus et les plaines desséchées, le Thylacoleo bondissait sur ses proies avec une rapidité brutale, lacérant, déchirant, puis disparaissant dans l'ombre. Australie de cette époque n'était pas une terre de kangourous paisibles. Était une arène sauvage où la vie et la mort dansaient chaque nuit. Et justement, parmi ces créatures, un autre géant dominait le paysage australien. Procoptodon golia, le kangourou géant. Haut de plus de 2 mètres, pesant près de 250 kilos, il se déplaçait non pas en bonds gracieux, mais en longues enjambées, presque humaines. Il broutait les buissons arides, s'avançait lentement sous le soleil brûlant et défiait la sécheresse comme une créature née du feu et de la poussière. Ses yeux, immenses, semblaient refléter la sagesse d'un monde en péril. Il était le témoin d'une Australie encore jeune, un continent d'isolement et de miracles biologiques. Pendant ce temps, en Amérique du Sud, un autre colosse cuirassé faisait trembler la terre. Glyptodon clavip, un cousin du Doedicurus. Ressemblant à un tatou géant enfermé dans une armure de pierre, le Glyptodon pouvait mesurer jusqu'à 4 mètres et peser plus de 2 tonnes. Son dos était une mosaïque d'os imbriqués, un rempart vivant contre les félins à dents de sabre et les prédateurs humains naissants. Mais ce qui le distinguait n'était pas seulement sa taille. Était sa coexistence avec nos ancêtres. Car au moment où les premiers humains foulèrent le sol d'Amérique du Sud, ils croisèrent ces bêtes d'un autre âge. Certains fossiles portent même les marques de lames de pierre, signe d'échec une rencontre entre 2 mondes, celui de la nature ancienne et celui de l'homme. Dans les steppes glacées de l'Eurasie, un autre symbole de puissance régnait. Coelodonta antiquitatis, le rhinocéros laineux. Sous sa fourrure épaisse, ce colosse pesait plus de 3 tonnes. Sa corne principale, longue d'1 mètre, servait à déblayer la neige pour atteindre les herbes enfouies. Son souffle formait des nuages dans l'air gelé, et ses pas lourds laissèrent des traces profondes sur la glace. Lui aussi partageait son monde avec les premiers humains, les Néandertaliens, qui le représentaient dans leurs peintures rupestres. Pour ces hommes, le rhinocéros laineux n'était pas seulement une proie, c'était un symbole de survie, une force qu'il fallait respecter. Et dans ces mêmes steppes, d'immenses silhouettes noires s'avançaient lentement, formant des troupeaux denses. Bison priscus, l'ancêtre du bison moderne. Leurs dos massifs se couvraient de neige, leurs yeux brillaient sous la lune, et leurs cornes pointaient vers le vent comme pour défier la tempête. Ces bisons parcouraient des milliers de kilomètres chaque année, suivant les saisons, traversant rivières, forêts et plaines, toujours à la recherche d'herbes et de chaleur. Ils étaient la nourriture des loups, la proie des lions des cavernes, mais aussi l'un des premiers piliers de l'économie humaine. Car derrière leurs pas, l'homme suivait. Ces mondes anciens n'étaient pas figés. Ils vivaient au rythme des glaciers, du feu et du vent. La terre elle-même semblait respirer, se contracter sous le froid, se détendre sous les chaleurs brèves. Et dans cette respiration planétaire, un nouvel acteur s'apprêtait à entrer en scène. Les animaux géants avaient façonné la surface du monde. Désormais, une autre espèce allait façonner le monde lui-même. Il y a environ 600 000 ans, la Terre était un organisme vivant, vibrant au rythme de ses propres cycles. Le vent hurlait sur des plaines de glace, les volcans crachèrent des cendres incandescentes sur des forêts naissantes, et les océans montaient et descendaient comme une respiration millénaire. C'était le Pléistocène moyen, une ère d'instabilité climatique où les continents se couvraient de glace avant de renaître en prairies. Le ciel changeait, la mer reculait, et la planète préparait lentement l'arrivée de l'espèce qui allait bouleverser son équilibre. Homme. Des glaciers recouvraient alors l'Amérique du Nord, l'Europe et une partie de l'Asie. Le Sahara était vert, la forêt amazonienne clairsemée et les vents asiatiques transportaient des tempêtes de sable sur des milliers de kilomètres. Dans cette géographie mouvante, la vie s'accrochait. Les animaux géants dominaient encore, mais les premiers représentants du genre Homo observaient déjà ce monde avec curiosité et surtout avec conscience. Ces hommes n'étaient pas encore nous. Homo heidelbergensis, ancêtre à la fois des Néandertaliens et des humains modernes, erraient entre les forêts d'Europe et les savanes africaines. Leur peau était épaisse, leur regard déterminé. Ils taillaient des outils rudimentaires, chassaient en groupe et apprenaient à survivre dans un monde sans pitié.
Leur intelligence, encore brute, portait pourtant en elle la promesse de tout ce que nous sommes. C'est à cette époque que le feu fut apprivoisé. Une flamme fragile, née d'un éclair tombé sur une branche, allait bientôt devenir l'arme la plus puissante jamais découverte. Dans la nuit glaciale, les premières étincelles du feu éclairèrent les visages des hommes. Pour la première fois, l'obscurité recula. La chaleur rapprocha les corps, les mots commencèrent à se former. Ces flammes N n'étaient pas seulement un outil de survie, elles étaient le début de la civilisation. Grâce au feu, l'homme cuisit la viande, se protégea des bêtes et étendit sa vie au-delà du jour. Autour des foyers, les premières histoires naquirent. Les ancêtres parlèrent du tonnerre, des bêtes géantes, du ciel. Ainsi commença la mémoire. Mais le monde, lui, ne cessait de se transformer. Les glaciers avançaient, puis reculaient. Les mers s'ouvraient, puis se refermaient. À chaque cycle, certaines espèces disparaissaient. Le mammouth laineux remplaça son ancêtre Mammutus trogonteri, mieux adapté au froid extrême. Le rhinocéros laineux, le bison des steppes, les lions des cavernes prospérèrent, jusqu'à ce qu'un nouveau prédateur émerge, plus rusé que tous les autres, Homo sapiens. Apparu en Afrique il y a environ 300 000 ans, Homo sapiens n'était ni le plus fort ni le plus rapide, mais il possédait une arme invisible, l'imagination. Il pouvait prévoir, inventer, rêver. Dans son esprit naquirent les outils perfectionnés, les pièges, les stratégies de chasse. Puis vinrent les symboles. Les premiers dessins sur les parois des grottes, les sépultures avec des offrandes, les bijoux en os et en coquillages, autant de signes d'un esprit devenu conscient de lui-même. L'humanité venait de s'éveiller. Les continents devinrent ses routes. En suivant les troupeaux et les saisons, l'homme quitta l'Afrique, franchit les déserts, traversa les ponts terrestres. Il atteignit l'Eurasie, puis les Amériques. Partout, il s'adapta, inventa, transforma. Les feux se multiplièrent, les tribus grandirent, et la nature céda lentement sa suprématie. L'âge des géants touchait à sa fin. Les animaux colossaux qui avaient régné pendant des millions d'années disparurent un à un. Certains épuisés par le changement climatique, d'autres chassés par les flèches humaines. Le glyptodon, le doedicurus, le procoptodon, le mégalochélis. Tous s'effacèrent dans le silence du temps. Le monde qu'ils laissaient derrière eux allait devenir celui de l'homme. Un monde façonné non plus par la glace, mais par la pensée. Ainsi s'acheva l'ère des titans. Et sur leurs ossements, l'humanité érigea ses premières civilisations. Les pierres levées devinrent des temples, les rivières devinrent des frontières, les légendes remplacèrent la mémoire. Mais sous chaque cité moderne, sous chaque route et chaque mur, repose la poussière de ces créatures disparues, témoins silencieux d'un temps où la terre n'appartenait à personne. Leur monde s'est éteint, mais leur héritage demeure. Chaque battement de notre cœur, chaque souffle que nous prenons, porte encore l'écho de ce passé ancien, celui d'une planète en perpétuelle renaissance qui, bien avant nous, savait déjà créer et détruire.